Super. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 5e webinaire du cycle qu'on a organisé et qui a débuté à la fin, pardon, à l'automne dernier. Il s'agissait de 5 webinaires qui étaient organisés alternativement par les différents chargés de vie coopérative du réseau Enercop à destination de tous les sociétaires. Et celui de ce soir portera sur les spécificités du statut de société coopérative d'intérêt collectif, SIC, et la façon dont c'est décliné dans le réseau Enercop. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lisa, je suis salariée de la coopérative Enercop Pays de la Loire basée à Nantes. Et mon rôle ce soir, ça va être simplement de faciliter le webinaire, donc de distribuer la parole principalement. Pour information, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 4 précédents webinaires sur le village, le réseau social des sociétaires, et il durera maximum 1 heure. On s'engage donc à vous libérer aux alentours de 19h30 pour que vous puissiez continuer votre soirée. Alors, au sommaire de ce soir, je vais commencer par lancer un rapide quiz avec 3 petites questions pour tester un petit peu où vous en êtes de vos connaissances sur le sujet. Ensuite, je donnerai la parole à Mathilde d'Enercop Nouvelle-Aquitaine. Elle nous dira ce que c'est qu'une SIC et le rôle central que les sociétaires jouent dans ce type de coopérative. On donnera ensuite la parole à 2 sociétaires, Daniel et Jeanne-Marie, qui témoigneront de la façon dont ils s'impliquent dans leur coopératives Enercop respectives et de ce qu'ils ont initié après avoir rejoint le projet sur leur territoire. Et puis ensuite, on passera un temps de questions-réponses qu'on espère durer au moins la moitié de ce webinaire. Je l'ai déjà dit pour certains d'entre vous qui s'étaient connectés un petit peu plus tôt, on est a priori assez nombreux ce soir, donc on ne vous a pas donné la possibilité d'activer votre caméra ou votre micro pour éviter les interférences, mais vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire en cliquant sur le petit bouton questions-réponses, Q et R ou Q&A en anglais. N'hésitez pas à les poser par ce biais-là et vous pouvez également cliquer sur le petit pouce si vous voulez donner du poids à une question qui vous intéresse particulièrement. Ça nous aidera de notre côté à faire le tri. Il est possible qu'on réponde également par écrit pendant le webinaire à vos questions parce qu'on a en arrière-boutique 2 collègues, Flora et Lucie, d'Enercop National, qui sont là pour récupérer vos questions, les trier, les traiter et répondre à une partie d'entre elles par écrit. On n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes vos interrogations, mais je vous invite d'ores et déjà à aller les poser sur le village à l'issue du webinaire si vous êtes resté sur votre faim. Voilà, alors on va commencer, comme je vous l'ai dit, par un petit quiz pour se chauffer un peu, pour tester nos connaissances. Je vais lancer un sondage directement depuis Zoom et vous allez normalement pouvoir y répondre. J'espère que ça apparaît bien de votre côté. Alors, première question. Selon vous, dans quel domaine est-ce qu'il n'y a pas de SIC? Ceux d'entre vous qui sont sur le village ont déjà la réponse. Dans les pompes funèbres, dans les services ferroviaires, chez les commissaires aux comptes ou dans le secteur de l'immobilier? Je vous laisse quelques secondes pour voter. C'est tout simple, normalement, en quelques clics, vous pouvez y arriver. Avant de vous donner la réponse, vous êtes déjà un certain nombre à avoir voté. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des coopératives dans quasiment tous ces domaines. Il existe des agences de pompes funèbres qui sont organisées en SIC. Je pense notamment à la coopérative funéraire à Nantes et à la coopérative Cyprès en Gironde, qui est d'ailleurs alimentée par Enercop. Dans le domaine ferroviaire, vous avez peut-être déjà entendu parler de Railcoop, la jeune SIC qu'elle vend en poupe. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le reportage que lui a consacré l'émission Envoyé spécial jeudi dernier, qui était très intéressant. Dans le domaine de l'immobilier, il y a de nombreuses coopératives, hein, je pense à Habiter SIC, à la coopérative de l'immobilier, on pourra en citer bien d'autres. Et les SIC Finacop Paris et Finacop Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux interviennent sur l'activité d'expertise comptable, mais pas encore sur le commissariat aux comptes. Donc, c'était bien dans le secteur du commissariat aux comptes qu'il n'y avait pas encore de SIC. Allez, une deuxième petite question que vous avez déjà vue apparaître. Vous avez commencé à voter. Quel est le nombre de SIC en France? Est-ce qu'il y en a 128, 974 ou 3550? Vous êtes déjà nombreux à avoir voté, donc je vais vous donner la réponse. En 2019, ce sont les chiffres les plus récents qu'on a pu trouver, il y avait en France 974 SIC. C'était pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du sujet qu'on allait aborder ce soir. Et dernière question, pour cet échauffement, quelle est la SIC qui compte le plus de sociétaires? Encore une fois, en France.
3 possibilités, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, Jurassique ou Enercop National. Je vous laisse voter. Eh bien, figurez-vous que la plus grosse SIC de France, en tout cas en termes de nombre de sociétaires, c'est Enercop National avec 24 000 sociétaires. C'est ensuite Enercop Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 900 sociétaires. Et quant à Jurassique, c'est une coopérative qui a pour vocation d'investir dans des projets d'énergie renouvelable en Bourgogne-Franche-Comté à travers un financement citoyen. Et on aimait juste beaucoup son nom, donc on avait envie de trouver une occasion de vous en parler ce soir. Donc en tout cas, voilà, vous avez un petit peu une idée un petit peu plus précise du contexte dans lequel on va évoluer ce soir. Je vais laisser, comme je vous l'ai dit, la parole à Mathilde. Elle va nous expliquer ce que c'est une SIC et comment ça fonctionne. Je recadre un peu tout de suite le sujet. Il ne s'agit pas ce soir d'évoquer tous les types de coopératives qui existent. Si c'était le cas, ça aurait été plus judicieux de faire intervenir un ou une collègue de la Chambre régionale de l'ESS ou encore quelqu'un de l'URSCOP. Ce n'est pas l'idée. Ce soir, l'idée, c'est bien de vous parler de la façon dont Enercop s'est emparé de cet outil pour en faire un outil au service des citoyens et des collectivités locales pour agir en faveur de la transition énergétique. Près de chez nous, la parole est à toi, Mathilde. Merci Lisa, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Mathilde et je travaille pour Enercop Nouvelle-Aquitaine. Je suis en charge de la communication et je participe aussi à l'animation de la vie coopérative de la structure. Donc, on va démarrer avec effectivement le contexte dans lequel existent les SIC. Donc, la SIC, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qu'on appelle aussi ESS. Donc, très rapidement, qu'est-ce qui constitue l'économie sociale et solidaire? Les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les sociétés commerciales d'utilité sociale pour ce qui est des statuts. L'ESS représente 10% du PIB et 2,3 millions de salariés. Donc, c'est quand même un secteur économique qui a une place importante dans notre économie en France. Elle répond à des besoins et des attentes collectives. Donc, il faut bien retenir que l'ESS, c'est vraiment produire des biens et des services pour un collectif et ne pas viser la rémunération du capital, mais bien placer le projet, son bon déroulement et l'humain avant justement la recherche de bénéfices et la rémunération des capitaux. Il y a aussi quelque chose qui est assez important dans l'ESS, c'est la limitation des écarts de salaire de 1 à 5. Ça a été mis en place par une loi dont on parlera tout à l'heure, qui est aussi un axe fort de l'ESS et bien évidemment des principes dont on reparlera au cours du webinaire, comme la lucrativité limitée, la gestion démocratique et participative de la structure, mais aussi l'utilité sociale et collective du projet. Ensuite, on va aller un peu plus loin dans l'entonnoir. Donc après l'ESS, le modèle coopératif. Donc les coopératives, il y en a plusieurs types. Il y a les SCOP, les SIC, les coopératives d'activité et d'emploi, mais vous avez aussi les coopératives bancaires, agricoles ou encore de consommateurs. Le sujet qui nous intéresse ce soir, ce sont donc les SIC. Pour toutes ces coopératives, le principe « une personne égale une voix » demeure, c'est-à-dire indépendamment du nombre de parts qu'on a dans une coopérative, et on a tous le même poids dans les prises de décision. Vous avez ensuite en dessous une petite définition de ce que c'est une coopérative. Là encore, ce qu'il faut retenir, c'est propriété collective et gestion démocratique du projet. Et bien évidemment, les bénéfices ne sont pas redistribués, mais réinvestis. On aura aussi l'occasion d'en reparler avec le modèle Enercop. Et une fois de plus, il y a une différence entre ce qui est une part sociale et une action. On est sur un projet non spéculatif, c'est-à-dire que le but, effectivement, n'est pas de toucher des dividendes à tout prix quand on devient sociétaire d'une coopérative. Maintenant qu'on avance dans ce cheminement-là, les SIC, donc volontairement, je vais aller assez vite, on a un temps d'échange là-dessus, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur tout ça. Au niveau du modèle SIC, les grandes particularités, c'est le multisociétariat, c'est-à-dire que le capital et la gouvernance sont ouverts à une multitude de sociétaires qui sont rattachés au projet. Les salariés, comme les SCOP, mais aussi des producteurs, des bénéficiaires et des usagers, mais aussi des bénévoles et des collectivités locales, des entreprises ou des particuliers. Cette entrée au capital et à la gouvernance du projet, elle passe par le conseil d'administration, par exemple chez Enercop, qui va valider les entrées au capital et donc les nouveaux sociétaires qui arrivent. Bien évidemment, une SIC est ancrée sur son territoire et ça répond à des productions de biens ou de services. Et évidemment, là encore, on a le principe « une personne égale une voix ».
Ce qui est aussi important de souligner, c'est que dans une SIC, vous avez une implication de tous les salariés. Par exemple, au sein du conseil d'administration, l'ensemble des parties prenantes est représenté et également on vote en assemblée générale. Là encore, on va avoir l'occasion d'en rediscuter avec comme illustration le modèle Enercop. Aussi, le caractère non spéculatif, on en a parlé, la lucrativité limitée aussi. Statutairement, ça se traduit comment? Vous avez 57,7% des bénéfices minimums d'une SIC qui doivent être réinvestis dans le projet. C'est ce qu'on appelle la réserve impartageable. Donc ça, c'est présenté en Assemblée générale chaque année. Ça permet de garantir l'autonomie et la pérennité de la structure et aussi de la sécuriser sur le plan financier. Et vous avez ensuite les parties partageables, donc c'est les pourcentages restants, où là encore, ce sont les sociétaires en assemblée générale qui vont valider si cette partie partageable va être elle aussi réinvestie ou distribuée entre les sociétaires. Sachant que, comme on le disait, l'objectif avec une SIC n'est bien évidemment pas de se rémunérer à tout prix, et généralement, c'est peu avantageux de le faire. Donc, on aura l'occasion aussi de répondre à vos questions sur tout ça. On est sur généralement, c'est autour d'un livret A, en fait, ce qu'on peut retirer si on décide de se distribuer des bénéfices quand il y en a. Ensuite, dans les grands principes de la SIC, ça peut être une société commerciale. C'est le cas d'Enercop, qui est une SIC SA. Et donc, en tant que telle, on se doit, comme toute entreprise, de répondre à des impératifs de bonne gestion et d'innovation en entreprise. Ce qui est très important aussi à souligner, c'est que quand on est une SIC, on a un capital qui est ouvert aux collectivités locales. Peu d'élus le savent, mais les SIC sont un vrai outil de développement du territoire. C'est vraiment un des rares outils, on va dire, d'intérêt collectif, mais aussi privé, qui peut avoir cette fonction-là. Vous avez 50% du capital social d'une SIC qui est ouvert aux collectivités pour une ou plusieurs collectivités, et elles peuvent donc siéger au conseil d'administration et s'en saisir. Et parallèlement, les SIC sont éligibles aux aides des collectivités locales et de l'État. On peut tout à fait toucher des subventions comme une association quand on est une SIC. Un petit peu d'histoire et quelques chiffres. Donc, le modèle SIC est très récent. Il date de 2001. Ça a été une modification donc, de la loi de 1947 portant statut de la coopération. Ça a créé donc, ce nouveau statut de SIC et ça a acté l'objet, donc la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. La loi de juillet 2014, donc la loi Hamon, qui porte sur l'ESS, a également été très importante pour la structuration du statut SIC et a renforcé sa crédibilité, notamment en ouvrant donc, le capital social à hauteur de 50% maximum aux collectivités locales. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était 20% max avant. Et vous avez également des nouveaux modes de financement qui ont été permis pour les SCOP et les SIC, et pour permettre justement leur développement dans notre économie. Et il y a eu ce fameux plafonnement des salaires de 1 à 5 qui a été acté. Est-ce que Lisa, tu peux juste me dire si vous m'entendez toujours? On t'entend toujours très bien. Ok, merci. Il y a 974 SIC en France, donc c'est les chiffres qu'on vous a présentés lors du petit quiz. Et donc, Enercop National est la SIC la plus importante en France en nombre de sociétaires. Aujourd'hui, Enercop National, c'est 24 000 sociétaires. Et l'ensemble du réseau Enercop, si vous êtes par exemple sociétaire d'une coopérative locale, cet ensemble représente 55 000 sociétaires aujourd'hui. Appliqué à Enercop, très rapidement, parce qu'on va reprendre ce qu'on a vu, il y a 6 collèges en moyenne dans les coopératives Enercop, donc avec les consommateurs et les usagers, les producteurs d'électricité, nous, les salariés, les gens qui ont porté le projet, des partenaires et bien évidemment les collectivités locales. Et nous, les coopératives locales Enercop, on siège aussi au sein du sociétariat d'Enercop national. On en reparlera aussi. Le principe une personne égale une voix, avec comme précision une pondération entre chaque collège pour instaurer un équilibre entre toutes les parties prenantes. Et en assemblée générale au sein des coopératives Enercop, chaque année, les sociétaires valident le réinvestissement de l'ensemble des bénéfices de la structure lorsqu'elle en fait. Et aussi, il faut savoir que chez Enercop, vous avez une gouvernance qui se fait à 2 niveaux, au niveau local pour les coopératives et puis au niveau national avec ce fameux réseau qui a des instances de gouvernance pour permettre à l'ensemble des coopératives de travailler à l'évolution du projet Enercop. Être une SIC pour Enercop, c'est aussi donc, limiter les écarts de salaire. Nous, on va encore plus loin que les réglementations classiques de l'ESS. Cet écart salarial, il est de 1 à 3 pour Enercop national, parfois moins dans certaines coopératives locales.
On expérimente des nouvelles formes de gouvernance avec les salariés. On aura l'occasion d'en rediscuter à la fin, puisqu'il y a eu des questions posées là-dessus. On crée aussi des espaces de concertation, participation et co-construction avec les sociétaires. C'est une des redevabilités du modèle SIC. Là aussi, on va pouvoir en rediscuter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On s'inscrit aussi à l'échelle locale ou à l'échelle nationale dans des écosystèmes de l'ESS. On vous a cité quelques exemples en dessous sur la slide. Et bien évidemment, on vous invite aussi, si ça vous intéresse, à revoir un webinaire qu'on a réalisé qui explique justement les relations qui existent entre Enercop National et les coopératives locales Enercop. Vous le retrouverez aussi sur le village. On va maintenant parler du rôle des sociétaires. Alors, je ne sais pas si on prend un temps de questions maintenant ou si on attend d'avoir On va plutôt les prendre à la fin, si ça va. À la toute fin, ça marche. Quel est donc le rôle pour les sociétaires au sein des SIC et notamment d'Enercop, puisque statut n'est pas vertu? C'est-à-dire que oui, on est une SIC, c'est déterminant, mais la responsabilité des sociétaires est très importante. C'est-à-dire que si les sociétaires ne se mobilisent pas, si nous, salariés, on ne met pas en place des méthodes d'animation et des espaces d'animation et d'implication des sociétaires dans la vie coopérative, finalement, ces valeurs coopératives ne vivent pas et on peut assister à un déclin du projet coopératif. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de webinaire et puis qu'on va vous présenter donc finalement quel est le rôle d'un sociétaire au sein d'une SIC. On contribue à quoi quand on est sociétaire? On contribue au capital social qui repose sur une multitude de sociétaires, 55 000 dans le réseau, comme je vous le disais. On assure la sécurité et la pérennité d'un modèle, mais aussi son indépendance, puisque on ne dépend pas d'actionnaires ou d'autres investisseurs privés. On ne peut pas être racheté aussi. Donc ça fait vraiment partie de ce à quoi ça sert d'être sociétaire d'une SIC. Mais ça sert aussi, dans le cadre d'Enercop, à soutenir une politique d'approvisionnement solidaire et équitable en électricité pour nos producteurs et aussi de développer des nouveaux projets de production qui vont impliquer à la fois les collectivités locales ou des collectifs de citoyens. On est vraiment sur ce qu'on promeut chez Enercop comme la réappropriation citoyenne de l'énergie. Là-dessus, vous avez énormément d'informations sur notre site internet et des webinaires ont déjà été faits aussi à ce sujet. Et on vous a mis notamment l'épisode 3 donc de cette série de webinaires qui a été organisée par nos coopératives, qu'on vous recommande chaudement et qui reprend donc comment Enercop s'implique dans les projets de production. Mais vous avez aussi des bénéfices à être sociétaire. Déjà, il faut savoir qu'être sociétaire, c'est accessible à partir d'une part sociale de 100 €. C'est un investissement qui à la fois est beaucoup, mais qui aussi est accessible et permet à chacun de participer à la gouvernance d'une entreprise. Il y a un avantage fiscal qui est 18% du montant souscrit donc, à date. Et vous avez, donc pour une partie des coopératives Enercop, certaines n'ont plus cette défiscalisation, notamment Enercop nationale, et vont trouver d'autres moyens d'impliquer les personnes dans leurs projets. C'est lié soit à des décisions d'investissement, soit à l'ancienneté de la SIC, puisque passé 7 ans, la SIC ne peut plus effectivement défiscaliser. Ça aussi, on aura l'occasion d'en rediscuter et de vous apporter des détails si vous le souhaitez. Il y a également des espaces de ressources. Ce webinaire en est un exemple qu'on va mettre à disposition des sociétaires. Être sociétaire, c'est aussi se nourrir du projet, pouvoir avoir accès à une information transparente, complète, pouvoir se former et profiter aussi de temps d'échange et de rencontres. Donc, je vais laisser Lisa reprendre la main pour nous présenter justement des sociétaires qui s'impliquent. Et puis, en fonction des questions que vous aurez, je serai amenée à en rediscuter avec vous à la fin de ce webinaire. Merci Mathilde. Je vais te demander, Daniel, si tu peux remettre ta vidéo. Parfait, je vais faire pareil. Donc, on va avoir maintenant un petit témoignage de Daniel Egoburu, j'espère que je le prononce bien, dans le sud-ouest, qui est sociétaire d'Enercop Nouvelle-Aquitaine et qui a impulsé la création de l'association de citoyens Ispindar, j'espère aussi que je le prononce bien. D'abord, si mes informations sont bonnes, pour organiser des achats groupés de matériel pour des projets d'autoconsommation individuelle, et puis qui a commencé à se lancer dans des projets de production à plus grande échelle. Je te laisse la parole, Daniel. Je vais couper mon micro. On va essayer de s'en tenir à 5 minutes, comme on s'était dit, pour chacun d'entre vous. À toi, Daniel. Il faut que tu remettes ton micro, Daniel, on ne t'entend pas. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je disais bonjour à toutes et à tous. Et donc, je suis sociétaire d'Enercop depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Les raisons, c'est celles qui ont été évoquées par Mathilde, à savoir l'esprit dans lequel cette société
évolue, et notamment le fait que l'on puisse s'engager et être un peu plus actif que dans d'autres structures. Et on est tenu au courant de façon assez régulière des projets et de l'évolution de cette société. Alors derrière, effectivement, pour moi, il y avait un enjeu important. Il y en a plein dans notre société, mais l'enjeu énergétique est extrêmement capital. Et donc, j'avais envie de m'impliquer largement là-dessus, sachant que là aussi, Enercop a quand même cette volonté, avant de produire pratiquement, de nous rappeler constamment qu'il faut aller sur la question de la sobriété. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important. Et dans la création de l'association que nous avons fait, Ispindar, je vais évoquer ce que ça a pu donner comme dynamique d'être sociétaire d'Enercop et ce que ça apporte aussi au niveau des adhérents de l'association. Donc partant un petit peu de ce tableau, la genèse du projet Ispindar, c'est d'abord des personnes qui étaient localement, donc très proches sur un secteur du Pays Basque, sollicitées par des sociétés pour pouvoir faire de l'autoconsommation individuelle avec des propositions de devis qui étaient extrêmement fortes. À savoir pour une petite installation qui vaut à peu près entre 6 et 8 000 euros, ça montait jusqu'à 21 000. Fort de ça, on a donc, moi je leur ai dit que ce n'était pas logique et normal. Donc du coup, on a constitué cette association. Et très rapidement, on est parti au-delà de l'autoconsommation individuelle sur 5 objectifs importants: de traiter toutes les questions d'énergie liées à la consommation et à la production d'énergie renouvelable, développer et de suivre tout projet et de toute nature de production d'énergie renouvelable, informer tous les citoyens, donc la question de l'information est extrêmement importante, de former les adhérents, et ça très rapidement on l'a vu, hein, les gens ne connaissent pas le mécanisme de la production de l'énergie, ne connaissent pas effectivement les différents acteurs, et très rapidement ils ont découvert qu'il n'y avait pas que EDF pour pouvoir être fournisseur, alors qu'on a l'impression que tout le monde est bien au courant qu'il y a beaucoup de fournisseurs, et ça c'est pas vrai. Et enfin, agir sur un territoire à échelle humaine, c'est-à-dire 11 communes autour de nous. La première action qu'on a menée, c'est autour de l'autoconsommation individuelle. Donc, ça y est, le groupement d'achat est né. On va avoir une vingtaine de personnes avec une autre structure qui s'appelle INR, qui est aussi un collectif citoyen. Donc, on va créer cette autoconsommation individuelle en sollicitant des installateurs et en tirant un petit peu les prix. Ensuite, une action sur l'autoconsommation collective, ça c'est important. Et puis ensuite, un travail sur la filière bois énergie locale. Il y a plusieurs adhérents qui finalement trouvent intéressant et ont un intérêt là-dessus. La formation des adhérents, on a déjà réalisé une formation, enfin plusieurs formations, l'une sur justement les fournisseurs et l'impact de choisir un fournisseur est vert et est-ce qu'ils sont tous verts ou pas. Donc tout ça, c'était aussi un décryptage du panel que l'on a actuellement. Et une formation avec Sirena, qui est une structure régionale et au niveau national d'énergie partagée, qui est pour nous une ressource extrêmement importante et qui est en lien aussi avec Enercop. Et on a sollicité Enercop pour cette question de la formation sur l'autoconsommation à la fois individuelle et collective. Et on a sollicité Enedis, qui a participé gracieusement et facilement, parce qu'ils ont pour eux des enjeux à participer à ce genre de formation. Ensuite, de l'information, donc on va en faire avec une caravane itinérante sur les 11 communes. Et enfin, un axe sur la question du financement citoyen. Voilà. Brièvement et rapidement présenté. Donc, on est parti en juillet 2020. Donc, ce n'était pas la meilleure période. Nous étions 7 au départ. Aujourd'hui, on est 28. Et on agrège maintenant, et ce qui est intéressant, des professionnels
et qui, du coup, apporte à la fois connaissance et montée en compétences aussi pour les adhérents, mais pour eux aussi. Voilà, on m'a dit 5 minutes, je suis à 5:35. C'est super, C'est Daniel. super. Merci beaucoup. Tu as été un très bon élève. Tu as bien respecté le cahier des charges. On va ensuite donner la parole à Jeanne-Marie qui nous parle d'Angers et qui va nous témoigner des formes qu'ont pris son investissement au sein de sa coopérative et qui sont assez différentes de ce que vient de nous décrire Daniel. À toi, Jeanne-Marie. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Tout va bien, on t'entend bien. Ok, bon, alors c'est vrai qu'en effet, comme le disait Lisa, j'ai un parcours un peu différent, puis un profil un peu différent. Moi, je suis rentrée, j'ai pas honte de le dire, par l'avantage fiscal qu'on a cité, c'est-à-dire que j'étais au début, je suis devenue cliente, et puis du coup, prendre une part, ça coûtait pas beaucoup plus cher quand on a la chance de payer des impôts. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, à l'époque, c'était Enercoop National, donc j'ai rejoint ce qui est maintenant la plus grosse coopérative de France. Et puis, j'ai eu la chance de participer à une AG nationale, voilà, en tant que spectatrice. Et je me suis dit, quand même, c'est chouette d'être cliente et puis en même temps de pouvoir poser des questions aux personnes qui travaillent pour que justement l'électricité, elle arrive dans ma prise. Et puis, petit à petit, j'ai changé de travail. J'ai eu l'occasion, du coup, de bosser à Nantes. Et puis, à Nantes, il y avait un collectif de personnes qui montaient le projet et qui avaient pour objectif d'avoir une coopérative locale en Pays de la Loire. J'ai petit à petit rejoint ce collectif sans rien y connaître à l'énergie, vraiment rien. Mais je trouvais ça vraiment, ce qui m'a porté, c'est vraiment justement le C de cycle, le collectif. Vraiment, je trouvais ça génial. Alors, évidemment, on a organisé des réunions, on a organisé une formation ambassadeur. Là, petit à petit, je suis montée en compétence sur l'énergie, mais aussi sur comment on s'organise entre nous, comment on s'écoute, qu'est-ce qu'on a envie pour le territoire, qu'est-ce que ça représente une coopérative. Et ça, vraiment, je trouvais ça intéressant, encore plus que comment on produit l'énergie. Et puis, de fil en aiguille, voilà, le premier conseil d'administration Enercoop Pays de la Loire a dû se constituer avec la naissance de la coopérative et j'ai posé ma candidature. Alors aujourd'hui, ça veut dire que comme n'importe quel sociétaire, je peux être amenée à tenir un stand, mais je peux aussi être amenée à prendre des décisions sur je dirais, l'orientation de l'entreprise. Je trouve que sur les deux, c'est vraiment très stimulant et très intéressant parce que tenir un stand, qu'on se le dise entre nous, il n'y a pas grand monde qui a envie de faire le pied de grue en expliquant: «Ah oui, mais c'est quoi une ARCOP? Ah bon, mais vous êtes sûr? C'est mieux, mais vous savez, c'est pas recyclable, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, machin». En fait, moi, ce que je trouve intéressant quand on tient un stand, avec Enercoop, c'est que déjà, on n'y va jamais tout seul. On est toujours à plusieurs avec des profils différents. On n'a jamais les mêmes arguments. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est les contacts qu'on va avoir avec les personnes qu'on a en face, mais aussi tous les échanges qu'on va avoir et tout ce qu'on va pouvoir avoir comme échange avec les sociétaires qui vont être autour de nous. Et ça, je trouve ça vraiment super riche. Alors, au sein du projet, pour moi, n'importe qui peut apporter quelque chose parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître l'énergie, il faut aussi être en capacité d'être disponible pour écouter telle ou telle décision et puis, enfin, tel ou tel, pardon, sujet, parce que Enercoop, c'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi une coopérative. C'est vrai qu'on est là ce soir pour en parler. Une coopérative, ça se fait vivre et pas toujours de la même façon qu'une entreprise, en tout cas, ce qu'on a envie de dire comme normal. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler de la politique salariale, il faut aussi parler de qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on peut éventuellement avoir sur un compte. Et tout ça, moi, je trouve que chacun peut apporter sa petite brique. Et c'est ça qui m'enrichit tous les jours en tant qu'administratrice et sociétaire. À la fois, du coup, d'Enercoop National pour la partie sociétariat et Enercoop Pays de la Loire pour la partie administratrice. Voilà. Merci Jeanne-Marie. Merci aussi d'avoir tenu le timing. On va maintenant passer aux questions. Il nous reste une bonne demi-heure, donc c'est chouette. On va avoir le temps d'en traiter pas mal. On est, pour information, un peu plus de 130 personnes, donc les questions ont été déjà nombreuses. On va forcément devoir faire une sélection. Une partie des questions sont assez éloignées du sujet de ce soir, donc il ne s'agit pas pour nous d'évacuer ces sujets, mais bien de se concentrer sur le thème de la soirée. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller les poser sur le village ou à vous adresser à votre coopérative locale
pour ces questions un petit peu plus éloignées du sujet. Et par ailleurs, certains d'entre vous ont utilisé le bouton lever la main sur Zoom. Ce soir, comme je le disais en introduction, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, on ne vous donnera pas la possibilité de mettre votre micro, votre caméra, car on est trop nombreux. Donc, on traitera uniquement les questions posées par écrit. Alors, on va peut-être commencer par les questions un petit peu plus, un petit peu plus globales. Est-ce que Mathilde, tu peux nous dire comment s'est lancé le projet Enercop et la SIC au tout départ, donc en 2004-2005, qui formait le collectif initialement. Voilà, nous rappeler un petit peu le contexte de l'émergence du projet Enercop, s'il te plaît. Oui, ça a été créé en 2005 à l'occasion de la privatisation en fait d'EDF et de la libéralisation du marché de l'électricité en France, mais aussi en Europe. Et donc en France, on a eu des acteurs comme Greenpeace, la NEF, les Amis de la Terre, Espul, le Crédit Coopératif, et j'en oublie sûrement des acteurs en fait du monde de la transition écologique, énergétique et de l'économie sociale et solidaire justement, qui se sont dit deux choses. Si on profitait en fait de ce moment-là pour proposer une alternative qui soit 100% renouvelable dans un pays qui est le plus nucléarisé au monde, et aussi on a un service public en fait qui disparaît. Et nous, on va proposer un service citoyen avec ce statut de SIC, justement. On va essayer de retrouver cette notion d'intérêt collectif à travers le statut coopératif. Et donc, c'est ce qui a créé en fait l'idée d'Enercop. Et donc, en 2005, Enercop s'est lancé en tant que fournisseur d'électricité avec à cette époque des tarifs qui étaient 40% plus chers que les tarifs réglementés d'EDF à l'époque. Donc aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%, 20%. Donc, cet écart a réduit, mais vous êtes bien au courant, j'imagine. Et puis, au-delà de ça, il y avait donc une offre qui était d'abord pour les professionnels, parce que cette privatisation en fait, d'EDF s'est faite progressivement avec les professionnels en 2005 et les particuliers en 2007. Et donc, voilà comment le projet est né. Et après, autour des années 2010, en fait, on a eu un essaimage qui s'est fait petit à petit. Et donc, Enercop National a créé ses premières coopératives régionales, qui sont donc des coopératives indépendantes, qui ont leur propre statut, leur propre CA, leur propre sociétariat et leur propre politique salariale et salariés. Et donc, voilà, le réseau comme ça aussi s'est construit. Et aujourd'hui, on est 11 coopératives Enercop en France, dont Enercop National et ses coopératives locales. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, je pense que c'était les éléments de contexte que la personne qui a posé la question attendait. Tu as cité un moment l'holacratie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et notamment nous dire en quelques mots quelle est la différence entre la sociocratie et l'holacratie? Alors, je l'expérimente en tant que salariée chez Enercop Nouvelle-Aquitaine, mais j'en suis pas experte. Donc, s'il y a n'hésitez pas, pour ceux qui s'y connaissent plus que moi, à me rectifier dans le chat ou dans les espaces de questions. Mais pour moi, en tout cas, de ce que j'en perçois et de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai lu, la sociocratie, ce sont des outils en fait, de prise de décision collectif. On en utilise notamment chez Enercop. Je vous en cite deux exemples. Il y a l'élection sans candidat et la gestion par consentement. La gestion par consentement est un outil de prise de décision et l'élection sans candidat est un outil d'élection, on va dire, d'un chef de projet ou d'une chef de projet, par exemple, pour une mission précise. Donc ça, c'est utilisé chez Enercop, c'est vraiment dans l'ADN, et ça, c'est des outils de sociocratie. Après, l'holacratie, c'est un terme qui est déposé et qui parle plutôt d'une posture de gestion de projet ou de gestion de structure qui fonctionne généralement par cercle. Donc on est sur une hiérarchie totalement horizontale et avec des cercles en fait métiers, des rôles en fait, par exemple le rôle commercial ou le rôle communication qui sont définis par des cercles qui réunissent des salariés et qui sont des cercles autogérés. Donc il y a une espèce plutôt de posture de coopération entre les salariés et non pas une hiérarchie et beaucoup d'autogestion en fait. On est vraiment inspiré c'est vraiment de l'autogestion en entreprise. Donc ça reste un peu flou comme définition, mais en tout cas voilà, on est sur de la gestion de projet en holacratie, gestion de structure, on va dire, c'est plutôt propre à la structure, et la sociocratie c'est plutôt des outils.
OK, merci beaucoup. Une autre question qu'on nous pose, c'est, on nous demande si on a des exemples d'implication de collectivités locales, notamment, de petites collectivités, de petites communes rurales, pardon. Est-ce que, Mathilde, tu en vois en Nouvelle-Aquitaine? Je peux Ben, peut-être citer après des exemples en Pays de la Loire. oui, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, alors ça dépend en fait. Aujourd'hui, une collectivité, elle peut s'impliquer de plein de manières. Elle peut être effectivement déjà sociétaire, prendre des parts sociales dans la SIC et pourquoi pas rentrer au conseil d'administration. Donc nous, on a l'exemple de la commune de Bègle, qui est donc une commune à proximité de Bordeaux, en Gironde, où donc là, la mairie, en fait, siège à notre conseil d'administration au collège des collectivités. Et elle est sociétaire, et en fait, c'est parti du fait qu'elle soit déjà cliente, puisqu'elle a lancé un marché public pour l'approvisionnement de ses écoles en électricité, donc dite à haute valeur environnementale, avec une grande transparence sur la traçabilité. Et donc, le marché avait été attribué à Enercop, il l'est toujours. Et donc, voilà, ça a entraîné en fait un effet boule de neige. Et donc, aujourd'hui, la collectivité siège au CA. Et peut-être que toi, tu peux partager un exemple, peut-être plutôt sur de la production Oui, ouais, ouais. ouais. Alors, je j'ai plus le nom de la commune en tête, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, mais ma collègue qui travaille sur, les projets de production, pour le coup, interagit avec pas mal de petites communes, qui ont à disposition des terrains qui correspondent à des délicés routiers ou, à des friches industrielles, enfin des terrains, pour lesquels on ne trouve pas d'usage, aujourd'hui et elle se rapproche de nous, pour, voir s'il est possible de développer des projets de production d'électricité renouvelable sur ces terrains. Donc c'est une autre façon pour une collectivité de s'impliquer, dans la transition, énergétique au-delà de ce que tu viens de citer, Mathilde. Oui, nous aussi, Effectivement. on peut peut-être le rajouter. Par exemple, nous, on travaille pour le département de la Gironde aussi sur un projet d'accompagnement de projet de production, donc avec une casquette plutôt de bureau d'études. De plus en plus de coopératives Enercop développent ça. Et il y a aussi plutôt de l'investissement qui peut être fait, ou du co-investissement avec une collectivité pour certaines coopératives. Donc voilà, il y a d'autres exemples aussi qui vont plutôt dans le sens de ce que tu viens de décrire. Alors on a ensuite une question qui porte sur le lien entre salariés et sociétaires. Je vais, répondre comme ça tu vas pouvoir faire une petite pause, Mathilde. On est, donc tous les salariés, a priori sont, également sociétaires. Ça en tout cas, ça figure dans la majorité des contrats de travail, des coopératives Enercop. On a la possibilité en tant que salarié de se présenter au conseil d'administration au sein du collège salarié. Donc on peut, intervenir au sein du CA, c'est mon cas par exemple. Et par ailleurs, on est de toute façon en tant que salarié en fait, tenu de suivre les orientations stratégiques qui sont déterminées par le CA dont on fait partie ou pas, selon qu'on a candidaté ou pas. Donc il y a des liens qui sont assez ténus puisque, c'est le conseil d'administration dans chacune de nos structures, qui, détermine la direction qu'on va prendre et nous en tant que salariés, on va se charger, de déployer ça de manière opérationnelle. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Excusez-moi, c'est que en même temps, j'essaie de sélectionner, les questions qui ont le plus de succès. On a une question un petit peu plus précise qui porte, sur est-ce qu'on peut être rémunéré au conseil d'administration? Donc ça va vraiment dépendre des coopératives. Je vais vous donner, l'exemple d'Enercop National. Certains administrateurs sont indemnisés, parce qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps sur certains sujets. Par exemple, quand on fait partie du comité d'audit, du comité, production. C'est quelque chose qui vient de commencer, cette année. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? On va peut-être clarifier un petit peu, la différence entre titre participatif et part sociale parce que plusieurs d'entre vous ont évoqué le sujet. Alors, je suis désolée parce que je me base sur un document qui bouge au fur et à mesure, donc je m'y perds un petit peu. Certaines coopératives, du réseau Enercop ont lancé des levées de fonds en fin d'année dernière en titre participatif. C'est le cas, par exemple, d'Enercop, Midi-Pyrénées, pardon, d'Enercop National. Les titres participatifs, c'est un petit peu différent des parts sociales, qui constituent, le capital social de la coopérative. Ça constitue en fait un investissement, qui est rémunéré par contrat et sans prise de position au capital. Ça s'étend à une durée minimale de 7 ans. Ça n'est pas amortissable, mais ça peut être cédé, considéré comme, des fonds propres, pardon. Mais les investisseurs en titre participatif ne sont pas des sociétaires, donc ils ne participent pas aux prises de décision. Voilà.
Je te laisse, si tu veux, Lucie, prendre la parole pour poser une autre question car, le document, partagé qu'on utilise, vient de sauter de mon côté. Ce sont les joies du direct. Alors, Donc je le vois, moi, tu le vois? Bon Lisa, super, si tu y as mais accès aussi, je te laisse, faire une sélection. moi, j'en vois. Il y a vraiment beaucoup de questions. Après, si Lucie a la main, elle peut effectivement en poser. Là, j'en vois une, par exemple, alors, je vois. Est-ce que le fait d'être en SIC peut permettre d'avoir des leviers spécifiques sur la politique tarifaire d'Enercop? Déjà, par exemple, ça fait donc 15 ans qu'Enercop existe. Pendant plusieurs années, les tarifs d'Enercop n'ont pas bougé. Il y a eu effectivement une évolution des tarifs donc, il y a 2 ans maintenant, qui a entraîné une baisse pour les plus petites puissances et une hausse donc plutôt de l'abonnement, principalement de l'abonnement en fait pour les autres segments de puissance. Et en fait, cette évolution des tarifs, c'est en fait une restructuration de nos tarifs qui nous permettait en fait de continuer à être viable dans le temps pour Enercop. Et cette politique tarifaire, en fait, elle a été élaborée pendant un temps très long où il y a eu, par exemple, toute une phase de consultation des sociétaires, des groupes de travail, des rencontres, une enquête en ligne qui ont été faites pour en fait construire ça, et ça a été validé par les conseils d'administration, et on va dire que le fond de cette politique tarifaire avait aussi été validé en Assemblée générale d'Enercop nationale. Donc d'être en SIC, en fait, ça permet effectivement d'impliquer les sociétaires sur comment on construit une politique tarifaire. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est les CA qui sont quand même assez clés autour de ces sujets-là. Mais comme vous pouvez le voir sur l'exemple que je vous ai donné, il y a eu un vrai travail de consultation des sociétaires et puis de prise en compte aussi des retours qui avaient été faits de toute manière pour la construire. Très bien Mathilde. Je crois que c'est Flora qui se cache en fait, derrière, la connexion de Lucie. Je te laisse, la parole pour poser la prochaine si tu veux. J'ai toujours, un petit peu de problème. Bonjour tout le monde. Alors, il y avait une question qui me semblait intéressante, c'est quels arguments pour contrer ceux qui disent qu'on fait partie d'une mouvance de privatisation des biens publics? Ça marche. Est-ce que tu veux y répondre directement ou je m'en charge? Bah, moi, je peux dire ce que je donne comme argument. J'avais mis un peu ça par écrit. Je ne sais pas si tu pourras compléter. Moi, je sais que c'est une directive européenne de 96 qui demandait la privatisation sur fourniture d'électricité. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à la création d'Enercop, c'était vraiment l'idée de se dire, bah, plutôt que de se battre contre une directive sur laquelle on n'est pas d'accord, parce qu'effectivement, nous aussi, on pense que c'était bien que ce soit un bien public, essayons de faire un fournisseur à notre image, c'est-à-dire coopératif, contrat direct et une énergie renouvelable. Et donc, c'était de se dire, bah, OK, on part d'un constat qui ne nous convient pas et on va essayer de trouver une solution qui nous convienne un peu mieux que s'il n'y avait que des acteurs privés classiques. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec RICOP, une SIC qui est en train de se constituer sur la question ferroviaire qui fait suite à la privatisation de la SNCF. Ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément pour la privatisation de la SNCF. On peut même aller un petit peu plus loin en disant qu'on fait ce qu'on aimerait que le pouvoir public fasse, maintenir, les lignes de train et développer les énergies, renouvelables. Donc il ne s'agit pas en tout cas de s'opposer au service public et de contribuer à son démantèlement. C'est pas ça l'objet d'Enercop comme tu l'as dit. Je me permets de poser une question, qui est apparue, il y a peu. Une question de Bruno. Quel est le lien financier entre Enercop national et les 11 coopératives Enercop? Mathilde? Alors, le webinaire qu'on vous a conseillé est très complet et répondra parfaitement à cette question. Donc, je vous invite vivement à aller le voir. On vous enverra peut-être le lien, on le remettra en valeur sur le village. Mais c'est un lien qui est, de plusieurs manières. Le lien financier, il va être contractuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous payez vos factures d'électricité en tant que client, vous les payez à Enercop National. Et quand vous êtes sociétaire, soit vous êtes sociétaire d'Enercop National, vous êtes sociétaire d'une des coopératives locales. Donc, jusqu'ici, on comprend bien. Ensuite, à quoi ça sert l'argent de ces factures? Il y a quand même une rémunération. En fait, il y a un contrat d'apport d'affaires qui relie les coopératives locales à Enercop National. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une coopérative comme Enercop Nouvelle-Aquitaine fait rentrer des contrats d'électricité, commercialise les contrats d'électricité d'Enercop, elle va toucher une rémunération au KVA, donc c'est à la puissance souscrite du contrat.
Ça, c'est un modèle de rémunération qui est là depuis le début et qui est aujourd'hui la principale source de revenus des coopératives locales Enercop. Au-delà de ça, vous avez aussi des enveloppes, c'est-à-dire qu'Enercop va rémunérer les coopératives locales pour du temps passé sur de la recherche de producteurs, sur des temps de travail réseau. Et il y a une solidarité entre les différentes coopératives au niveau du capital, c'est-à-dire qu'on prend des parts sociales à Enercop National en tant que coopérative locale, et à l'inverse, Enercop National va aussi participer au capital des coopératives locales. Il y a d'autres liens qui vont être plus politiques après, au niveau de la gouvernance, mais le lien financier, c'est surtout celui-ci. Et en fait, aujourd'hui, tout ça est quand même en évolution constante, parce que le réseau, il évolue, et donc c'est des choses qui sont en plein questionnement actuellement au sein d'Enercop sur comment on fait évoluer ces relations contractuelles et financières entre les coopératives pour en fait décentraliser toujours mieux et permettre aux coopératives locales de monter aussi en puissance et de décentraliser davantage le modèle Enercop, pour résumer. Mais sincèrement, le webinaire qu'on a fait est plutôt bien construit, on s'est beaucoup pris la tête pour le faire et on a réussi quand même à expliquer assez simplement un sujet qui est bien complexe, donc je vous invite vivement à aller le voir. Je ferai en sorte de le partager à minima sur le village. Très bien, merci Mathilde. On a une question qui porte sur le lien entre le statut SIC et le sujet de la gouvernance. Quel modèle de gouvernance on suit? Est-ce qu'on suit tous le même modèle? Je te donne peut-être la parole, Flora. Oui, alors attends, j'étais en train de répondre en même temps à quelqu'un d'autre. Donc, c'était sur SIC et gouvernance. Sur la question de la gouvernance opérationnelle et des statuts coopératifs, ça peut être complémentaire, mais ça ne se confond pas. On peut imaginer des coopératives avec des liens très verticaux et hiérarchiques, et on peut imaginer à l'inverse des entreprises classiques qui réfléchissent à du management horizontal ou que sais-je. Donc, ce n'est pas un lien de cause à effet. Néanmoins, quand on est en coopérative, c'est qu'on réfléchit un petit peu les rapports au travail, les rapports au pouvoir, les rapports à l'information. Et donc, on peut imaginer que quand même une grande partie des coopératives sont enclines à réfléchir à leur gouvernance opérationnelle et que, voilà, ça peut, en tout cas, ça fait partie de l'ADN d'Enercop, mais ça ne va pas directement de pair. Disons que ça peut être une conséquence. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. De la question, je laisserai Renaud compléter sa question si ça ne répondait pas. On a une question de Stéphie qui porte sur les différences entre le statut associatif et le statut de SIC. Est-ce que tu veux y répondre, Mathilde? Je pense que Flora est plus à même de répondre aussi sur cette question, si je me trompe pas. Je peux m'en charger sinon. D'accord. L'intérêt dans une SIC, c'est principalement d'associer différentes parties prenantes et de les associer au capital, en fait, d'en faire des acteurs qui ont les mêmes intérêts à la réussite du projet. Et puis, par ailleurs, ça permet de lever des fonds à travers le capital social de manière un petit peu différente de ce qu'on peut faire dans une association où les sources de financement sont principalement le recours aux dons et le recours aux subventions en dehors du produit des ventes de services. Voilà, donc c'est les principales différences que je vois à ces deux statuts. Et puis, par ailleurs, on peut avoir comme on l'a dit pendant le webinaire, hein, des coopératives qui ont un statut d'entreprise, donc ont des impératifs de gestion qui peuvent être très différents de ceux qu'on a dans des associations. J'espère que j'ai répondu à ta question, Stéphie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste à traiter? L'un d'entre vous nous dit que si il en croit le site officiel, Enercop, c'est aujourd'hui 95 000 clients. Alors, c'est un petit peu plus depuis, ça a évolué récemment, 67 millions de chiffre d'affaires et 1,6 million € de résultats nets. L'entreprise est donc viable et rentable. Est-ce le cas de chaque coopérative locale? Est-ce que tu veux répondre à ça, Mathilde, ou je m'en charge? On peut peut-être répondre toutes les deux. Moi, je vais surtout parler pour ma coopérative. Aujourd'hui, nous, on est en bonne santé économique, on est à l'équilibre. On a aujourd'hui une bonne santé économique. On a recruté 3 personnes en 2020, qui n'était pas une très belle année pour tout le monde. Voilà, on a un report à nouveau qui est positif.
Donc oui, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, on est en bonne santé économique. On a des équipes qui sont à plus petites aussi. En fait, c'est ça qui est assez perturbant chez Enercop, c'est que vous avez la coopérative la plus ancienne, Enercop National, qui est devenue une grosse coopérative. En fait, la moitié des salariés d'Enercop travaillent là-bas, travaillent pour Enercop National. Ça représente une centaine de salariés. Et à l'inverse, ici, en Nouvelle-Aquitaine, on est 10. Donc il y a aussi, voilà, c'est une petite coopérative locale et c'est une tête de réseau. Donc, il y a aussi 2 échelles différentes. Mais en tout cas, pour la Nouvelle-Aquitaine, ça va et je peux te laisser répondre pour Enercop Pays de la Loire, effectivement. Ouais, nous, on est dans la même configuration. On est, à Enercop, Pays de la Loire, la dernière des 11 coopératives du réseau. On est né il y a à peine 2 ans avec une plus petite équipe encore puisqu'on est 5 salariés. Donc on est sur des enjeux, financiers qui sont très différents de ceux auxquels peut faire face, Enercop National. Donc la réponse est que non, toutes les coopératives du réseau ne sont pas à l'équilibre financier aujourd'hui, pour différentes raisons qui sont liées, à leur âge, à leur niveau d'investissement aussi dans des projets de production puisque ça demande d'utiliser des capitaux qui sont conséquents. Donc, d'une année sur l'autre, on peut être sur des configurations assez différentes. Si je prends le cas d'Enercop Pays de la Loire, on est en très bonne santé et on va le rester. En revanche, notre résultat, il n'a pas vocation à dormir sur un compte. Donc, on espère pouvoir investir rapidement dans des projets de production sur lesquels on travaille. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Mais effectivement, on est 11 coopératives avec des rapports de gestion qui sont très différents des uns des autres, puisqu'on est vraiment des structures juridiques et économiques indépendantes les unes des autres. Alors, on a une question qui porte sur le statut de SIC. Est-ce qu'il est spécifique à la France? Est-ce qu'il y a des statuts semblables qui sont utilisés à l'étranger dans le domaine de l'énergie? À notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent au SIC. Il y a des coopératives, mais pas des SIC à proprement parler. D'ailleurs, les coopératives d'énergie en Europe, elles sont réunies autour d'un réseau qui s'appelle RESCOP. Et on a une salariée, notamment à Enercop, Maëlle, qui travaille directement avec l'ensemble de ces coopératives. Donc, on travaille aussi à l'échelle européenne chez Enercop grâce à ce réseau. Et vous avez l'équivalent d'Enercop qui existe en Espagne avec Somenaria, vous avez EcoPower en Belgique. Donc voilà, on s'est aussi inspiré de modèles européens quand on a créé Enercop, notamment EcoPower. Tout à fait. Et on mène des expérimentations sur des sujets très précis, des expérimentations un peu techniques avec d'autres coopératives européennes pour pouvoir en partager les résultats. Vous avez peut-être vu passer un message à ce sujet sur une expérimentation qu'on va mener sur la flexibilité. On a une question, on nous demande si une SIC, ça pourrait être une bonne option pour porter un projet de ferme solaire sur une commune du nord de la Dordogne. Je te laisse répondre, Mathilde, c'est dans ta région. En fait, si vous avez envie de monter un projet de ferme solaire en Dordogne avec un volet coopératif, déjà contactez Enercop parce qu'on à Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est une coopérative et qu'on travaille en Dordogne. Et donc, vous avez déjà un capital qui existe, vous avez déjà des sociétaires de mobilisés et des salariés. Donc, nous aussi, on a cette vocation d'investir dans des projets, voire de développer nos propres projets. Il y a une coopérative qui est Enercop Midi-Pyrénées qui, elle, l'a fait, en fait, de développer des petits projets de parcs en 250 kW crête sur des terres polluées. Ou bétonnées, ou en tout cas non arables. Et donc, c'est un modèle qui est intéressant. Et donc, on est sur un investissement à 100% de la coopérative et de ses sociétaires. Et donc, avec une électricité qui est revendue à Enercop. Et donc là, c'est un projet vertueux, un circuit court. Et en fait, c'est passé directement par la coopérative. Donc, soit, en fait, ce modèle-là vous inspire et donc vous pouvez le faire. Et si vous voulez monter votre propre coopérative de production, c'est tout à fait possible de le faire en SIC. Il y a pas mal de projets citoyens qui choisissent alors soit le statut de société en fait, avec un fonctionnement coopératif ou d'association ou de SIC. Donc c'est tout à fait possible en fait et c'est effectivement pertinent si vous avez pour vocation avoir un projet où vous allez avoir de l'investissement citoyen et de collectivités locales. Mais n'hésitez pas à nous contacter, la coopérative Nouvelle-Aquitaine qui est sur votre territoire parce qu'on peut aussi vous aider à monter votre propre projet en SIC. Merci Mathilde. On a une personne qui nous dit qu'elle a adhéré récemment à Enercop, donc j'imagine qu'elle veut dire qu'elle a pris des parts sociales ou qu'elle est devenue cliente. Elle habite dans le sud-est, elle a souscrit 2 parts sociales et elle ne sait pas s'il y a une coopérative locale.
Donc, je commence par répondre. Oui, il y a bien une coopérative locale dans le sud-est, puisqu'il y a Enercop PACA et puis un petit peu plus au nord du sud-est, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Cette personne ne sait pas si ses parts sociales sont allées à la COP locale ou à Enercop nationale. Alors, pour ça, il faut en fait aller sur son espace sociétaire. Ce sera écrit très explicitement. Vous avez aussi par ailleurs reçu un certain nombre de mails qui vous ont été adressés à l'issue de cette souscription, qui provenaient soit d'Enercop, soit d'Enercop PACA ou d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous pourrez en avoir le cœur net, et puis c'est mieux effectivement que vous le sachiez avant de de recevoir la convocation à l'AG qui risquerait de vous surprendre un petit peu. Mais si vous avez souscrit un contrat d'électricité en ligne et que c'est à cette occasion que vous avez souscrit au capital, vous avez été automatiquement redirigé vers la coopérative de votre territoire, si vous en avez une. Mais si vous êtes dans le sud-est, effectivement, vous en avez une. Donc c'est sûrement la coopérative locale, mais à vérifier, comme l'a dit Lisa. Tout à fait. Alors la personne qui nous avait posé la question sur le lien entre SIC et gouvernance, était intéressée par notre réponse, mais c'était pas ça qu'elle attendait. Elle voulait savoir si on était aidés, pour notre gouvernance. Là, la réponse dépend, un petit peu des coopératives, mais je peux me dire sans me tromper qu'on a été, à l'échelle du réseau, beaucoup accompagnés par l'université du Nou, qui met à disposition de très nombreuses ressources en ligne que je vous invite à aller consulter. Il y a donc un socle commun, de pratiques, qui sont utilisés à l'échelle de tout le réseau. Quand on a des réunions transversales, on utilise par exemple l'élection sans candidat, la gestion par consentement. Et puis par ailleurs, on a fait appel à un certain nombre d'organismes de formation pour des questions un petit peu plus précises. Et que l'accompagnement a pu différer d'une coopérative du réseau à l'autre. Voilà, et puis je trouve que ça vaut peut-être le coup de préciser qu'on a constitué le JAF. Mathilde, je te laisse en dire 2 mots. Non, mais tu as lu dans mes pensées. Ouais, on a monté chez Enercop ce qu'on appelle le JAF, donc le jardin d'animation et de facilitation. C'est assez poétique comme ça, et c'est effectivement des salariés qui sont volontaires pour accompagner en fait le réseau dans des pratiques de gouvernance partagée opérationnelle. Donc ils peuvent intervenir lors de séminaires, lors de réunions de coopératives, soit avec des salariés, soit aussi avec des administrateurs si on est sur un format qui mêle CA et équipe opérationnelle. Et donc ces salariés-là, ils sont formés, ils travaillent ensemble et ils sont aptes à intervenir aussi. Et ça peut aussi être pour de la gestion de conflits. Enfin, il y a vraiment plein de manières de mobiliser ce JAF. Et ça, c'est vraiment un outil qui s'est auto-construit chez Enercop et qui est au service de notre réseau de coopératives. Voilà. Eh bien, je suis en train de regarder l'heure. On va prendre une petite dernière question. Alors, je précise, il y a une question qui est très précise puisqu'elle porte sur la position d'Enercop Nouvelle-Aquitaine sur le projet de centrale solaire à Socat, à la place d'une forêt de 1000 hectares. Je ne suis pas sûre que ça intéresse tous nos sociétaires ici. Je ne sais pas si Mathilde, tu préfères répondre oralement ou si on promet une réponse par mail à cette personne. Je peux vous répondre par mail. Après, il faut savoir que chez Enercop, il y a effectivement des projets sur lesquels on ne se positionnerait pas, nous, en tant qu'acteurs de l'énergie, parce qu'on a, nous, une charte en interne énergie qui régit, qui met en place des critères de projets vers lesquels on veut aller. Et je ne connais pas assez ce projet pour m'exprimer dessus. Je ne sais pas si ce projet correspond ou pas à nos critères. J'ai entendu bien évidemment parler de ce projet, mais n'étant pas avec une casquette technique production, je ne m'exprimerai effectivement pas, mais il faut savoir qu'on est très regardant, en tout cas, sur l'impact environnemental des projets avec lesquels on va travailler. Et donc là-dessus, moi, je vous invite à nous envoyer un mail, effectivement, à l'adresse Nouvelle-Aquitaine ou via une page Facebook de notre coopérative, par exemple, et on peut en parler avec plaisir. Je pense que des collègues à moi seront plus aptes de vous répondre avec beaucoup plus de précision. Et on le répétera jamais assez, on a pas mal explicité la façon dont on choisit les projets, les producteurs avec lesquels on travaille, dans les 2 webinaires qui ont été consacrés au sujet. Le premier sur notre politique d'approvisionnement et le deuxième, porté sur les projets de production, en cours en ce moment, dans les coopératives Enercop. Donc, hésitez pas si cette question vous intéresse à aller les revisionner.
On va prendre une dernière question, pardon, parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'on a des tarifs préférentiels pour les entreprises de l'ESS qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, comme les Biocop par exemple? La personne qui nous interpelle nous dit que c'est la Biocop qui est à proximité de chez elle a dû renoncer à Enercop en raison du tarif trop élevé pour elle. Alors, il faut que cette personne sache qu'elle est donc à proximité d'une des très rares Biocop en France qui n'est pas approvisionnée par Enercop. Elles sont aujourd'hui très, très, très majoritairement encore approvisionnées par Enercop et je peux répondre qu'il n'y a pas de tarif préférentiel pour les entreprises de l'ESS puisque nos tarifs d'électricité sont construits comme un prix juste qui rémunère justement les producteurs. Donc, ils sont construits de la même façon pour tout le monde. Leur construction, elle dépend en revanche du segment auquel on appartient. Si on est un très gros consommateur et qu'on a beaucoup de puissance, besoin de beaucoup de puissance, pardon, ou si on est un petit consommateur particulier à son domicile, les tarifs ne seront pas construits de la même façon. Mais ça ne dépendra pas du secteur d'activité dans lequel on évolue. Si ça vous va, on va s'arrêter là. Je vais clôturer assez rapidement. Merci beaucoup, hein, vous étiez très nombreux. On a été entre 115 et 140 ce soir. C'était le dernier donc, des 5 webinaires qu'on a organisés depuis l'automne. On relancera certainement un cycle d'ici quelques mois, sûrement après la saison des assemblées générales qu'on espère pouvoir tenir en présentiel cette année. D'ici là, on vous propose de se retrouver sur le village des sociétaires pour échanger sur toutes ces questions. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de vous dire ce soir et de questions que vous vous êtes posées et auxquelles on n'a pas pu répondre. J'en profite quand même pour vous parler de l'Onde de COP. C'est le festival des coopératives qu'on va organiser à Pantin, à la Cité Fertile, à proximité de Paris. Ça aura lieu les 18, 19 et 20 juin. Le 19 juin au matin, pardon, il y aura l'AG d'Enercop national, mais ça se tiendra donc dans le cadre d'un festival organisé par Enercop, Copanam, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, la NEF, coopérative financière dont vous avez certainement déjà entendu parler, et Mobicop, qui est une SIC qui intervient dans le domaine du covoiturage et de la mobilité partagée. L'idée, en fait, c'est de donner de la visibilité aux coopératives qui portent un projet politique et de nous faire connaître et de valoriser ce statut pour le grand public. Donc, on vous invite chaleureusement à l'Onde de COP les 18, 19 et 20 juin. Il y aura des dizaines de coopératives pour des ateliers, des conférences et puis des trucs aussi un petit peu plus légers, des dégustations, des projections, des concerts, des festivités pour célébrer l'été ensemble. Voilà, ça paraît une perspective assez lointaine vu le contexte actuel, mais on espère vivement que ça puisse se tenir puisqu'on a déjà dû l'annuler l'année dernière. Un grand merci à tous. Je vais vous demander de remplir un dernier petit sondage pour nous dire si vous êtes satisfait de ce webinaire. Ça devrait normalement apparaître à votre écran. N'hésitez pas à être honnête. L'idée, c'est que ça réponde à vos attentes. Donc, c'est le moment de vous prononcer. Voilà, je laisse courir encore un petit peu. Et je vous invite à vous créer un compte sur le village pour poursuivre la conversation si ce n'est pas encore fait. Oui, venez sur le village. Et merci à Daniel et Jeanne-Marie d'avoir joué le jeu du témoignage. Merci à vous si vous voulez remettre un petit peu votre vidéo. Merci à vous de dire au pour revoir. l'organisation. Et merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir été là. Je laisse encore quelques minutes. Merci. Pour remplir le sondage. On y est presque, je vois la progression. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Flora Lucie d'avoir pris le relais face aux problèmes de connexion. Voilà, toutes les personnes qui sont encore connectées ont répondu au sondage. On va donc clôturer. Merci pour vos retours. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.